merci d'être présent. Est-ce qu'en ligne, vous nous entendez bien? J'espère que oui. Visiblement non. Oui, On va. on vous entend très bien. Ah bah on nous entend, bah, parfait. Eh bah parfait. Donc en ligne on nous entend, donc c'est parfait. Donc là sur place on vous a invité à émarger. Je vais également vous remettre le lien en ligne dans quelques minutes. Ça c'est le premier point. Donc merci à tous d'être présents pour cette soirée périnatalité, la première d'une série qu'on va avoir pour la CPTS Octave. Donc je suis heureux de vous accueillir, d'accueillir les différents partenaires sur cette soirée. Donc, on voit les logos, on les voit mieux en ligne là. Les parties de nos petits aléas, le vidéoprojecteur qui ne fonctionnait pas à notre arrivée. On a mis celui-ci, ça va. Donc, on a l'ARS et le réseau Périnatalité Val-de-Marne, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. On a également l'assurance maladie du 94, le département du Val-de-Marne et également une maison de santé et sage-femme libérale de façon sage-femme représentée par Mesdames Onyongo Ibiao et Madame Redel. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Madame Marianne Pavé, qui va commencer par introduire cette soirée avec quelques chiffres pour le compte de l'ARS et puis présenter aussi le réseau. Tout à fait. À vous la main. Je vous ai donné la petite appel. Euh, Vous l'avez. Je vous affiche le diaporama. Et puis, bah, vous avez la peine. ok, parfait. Bien, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Marianne Pavé-Calu, sage-femme coordinatrice pour le réseau périnatal du Val-de-Marne. Et ce soir, je vais d'abord vous présenter quelques indicateurs sur la santé en périnatalité. Donc, c'est une présentation qui normalement est faite par Cécile Cazé, qui est chef de projet périnatalité à l'ARS, mais qui ne pouvait pas être là ce soir avec nous malheureusement. Donc voilà, je présente un petit peu les chiffres sur le Val-de-Marne et puis plus précisément sur le territoire de la CPTS. Et puis après, je vous présenterai le réseau. Euh, voilà, il faut que je pointe Pardon, ça ne fonctionne pas? vers le haut. Vers le haut, Attendez, ouais. parce que je suis pas dessus. Ah, d'accord. Dans le sens. Voilà. Ok, parfait. Euh, oh, ouais. C'est pas votre faute. J'espère qu'en ligne, on voit un petit peu mieux. Oui, c'est parfait. Ouais. Oui, c'est parfait. Bon, on va essayer quand même. On va faire mieux. Hop, alors, comme vous le savez, voilà, la mortalité infantile, c'est une problématique qui est importante en France en ce moment et dont on parle beaucoup, et notamment dans le Val-de-Marne. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la mortalité infantile? Ben, c'est un indicateur de l'état d'un système de soins d'un pays. Et donc, typiquement, l'OCDE analyse un petit peu cet indicateur-là dans différents pays. Et il se trouve qu'en France, depuis une vingtaine d'années, on ne fait que descendre dans les classements par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, en 2021, on était 26e avec un taux de mortalité infantile donc, qui s'exprime toujours en pourcentage, pour 1000, donc de 3,6 morts pour 1000 naissances vivantes. Et en fait, alors qu'au début des années 2000, on était dans les 10 premiers pays avec le taux de mortalité infantile le plus faible. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, ce qu'on va voir un petit peu après. Et donc, notamment, voilà, quand on regarde plus précisément au sein de l'Union européenne, sur 27 pays, la France est le 23e pays avec le taux de mortalité infantile le plus élevé. Et en fait, voilà, quand on regarde un petit peu donc, sur la courbe, donc, c'est des années 2000 à 2020 à peu près. Et la courbe du haut, c'est la courbe de l'Union européenne. Et en rouge, on voit la courbe de la France. Donc, en fait, on voit vraiment une baisse de la mortalité infantile un petit peu dans tous les pays au début des années 2000 et jusqu'aux années 2010. Et en France, à partir des années 2010-2013, cette courbe-là réaugmente, en fait. Et même passe au-dessus de la moyenne de l'Union, enfin, des pays de l'Union européenne. Et ça se traduit chez les garçons et chez les filles. Donc à gauche, vous avez la courbe pour les garçons et à droite pour les filles. Et donc en noir, c'est la courbe de la France qui est, je ne sais pas si on a un pointeur ou pas. Ah oui, d'accord. Hop, si j'essaye de... Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on voit qu'en France, cette tendance, elle se traduit aussi bien chez les garçons que chez les filles, et que si ça descend dans tous les pays de l'Union européenne, hop, voilà.
Voilà, Ah, c'est le petit bouton. ok, merci. Là, c'est la courbe de la France et en fait, tous les pays de l'Union européenne descendent et en fait, la courbe de la France diminuait aussi dans les années 2010 avant de se stabiliser et de réaugmenter entre 2015 et 2020. Et donc après, voilà, quand on regarde plus précisément en France, donc entre les années 2004 et 2023, à savoir voilà, que ce sont des données qui sont lissées sur 3 ans. Donc chaque année, c'est une donnée qui est lissée sur les 3 années avant. L'Île-de-France, là, on compare pardon, les taux en- entre le niveau régional, donc en Île-de-France en bleu, et le niveau national en rouge. Et donc, au début des années 2000, voilà, on diminue, puis on remarque que et au niveau national et au niveau régional, il y a une réaugmentation du taux de mortalité infantile, mais on voit qu'au niveau régional, on a toujours été au-dessus du niveau national et que cet écart-là se creuse vraiment à partir des années 2012-2013. Et donc, si on regarde encore plus précisément au sein de l'Île-de-France, donc là, on a une représentation voilà, de tous les départements d'Île-de-France, donc à savoir que là, c'est le 75, le 77, le 91, le 78, pardon, 91, 92, le 93 qui a le taux le plus élevé, et nous, on est ici au niveau du 94 avec le Val d'Oise, le 95 juste ici. Et donc, en fait, on constate, voilà, toujours, c'est entre 2004 et 2023, que sur les dernières années, la mortalité infantile augmente dans à peu près tous les départements, à l'exception du 92. C'est le seul département dans lequel il n'y a pas de hausse de la mortalité infantile. Et que c'est vraiment très, très important en Seine-Saint-Denis, avec une explosion là, sur les dernières années. Et également dans le Val-de-Marne, où on a vraiment vu une augmentation importante entre 2018 et 2021. Et 2022. Et en fait, à partir de 2023-2024, les 2 dernières barres, ça s'est un peu diminué et stabilisé, mais avec un taux à 4,2 pour 1000, donc qui est quand même au-dessus de la moyenne régionale, au-dessus de la moyenne nationale, et qui nous place en fait en deuxième position par rapport à la Seine-Saint-Denis. Et donc, en fait, ces chiffres-là ont alerté les institutions, donc l'ARS, la CPM, la PMI, le réseau et les professionnels de santé, et nous a conduit à agir et à mettre en place un plan départemental d'action pour réduire la mortalité infantile. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme REMI, pour réduction de la mortalité infantile. Donc, pour comprendre un petit peu plus les causes et important de se mettre d'accord voilà, sur les définitions. Et donc, quand on parle de mortalité infantile, qu'est-ce que ça comprend? La mortalité infantile, c'est tous les décès à partir de la naissance et jusqu'à 1 an après l'accouchement. On parle de mortinatalité pour tous les décès qui surviennent avant la naissance, entre 22 semaines d'aménorrhée et avant la naissance. Donc, ça comprend les interruptions médicales de grossesse et les morts fétales in utero. Et on parle de mortalité néonatale sur le premier mois après l'accouchement, avec la mortalité néonatale précoce entre la naissance et le 6e jour après l'accouchement, et de mortalité néonatale tardive entre le 7e jour et le 28e jour après l'accouchement. Et donc la mortalité périnatale, elle comprend et la mortinatalité et la mortalité néonatale précoce. Alors que la mortalité infantile comprend la mortalité néonatale et la mortalité post-néonatale, donc après le premier mois après l'accouchement. Et donc, quand on regarde voilà, un petit peu plus précisément aussi au sein de l'évolution de la mortalité infantile, pour le coup, donc vraiment après l'accouchement, on constate que c'est la mortalité néonatale précoce qui représente le plus grand pourcentage de la mortalité infantile, à hauteur de 53%, suivi ensuite de la mortalité néonatale, post-néonatale à 25% et de la mortalité néonatale tardive à 22%. Et en fait, voilà, quand on regarde un petit peu l'évolution sur le temps, pareil au niveau régional, donc en bleu, on constate que c'est la mortalité néonatale précoce qui réaugmente et réaugmente de façon importante par rapport au niveau national. Pareil pour la mortalité néonatale tardive, qui augmente aussi, qui est aussi au-dessus de la moyenne nationale,
alors que pour le coup, la mortalité post-néonatale, donc après 1 mois, était à peu près similaire au niveau national jusque dans les années 2012-2013. Après, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Val-de-Marne, et après, on fera un focus sur le territoire de la CPTS. Voilà, nous, au niveau du Val-de-Marne, donc c'est la courbe en bleu clair, on voit qu'on a vraiment décroché par rapport à la région et au niveau national en 2019 à peu près, avec une forte augmentation. Et en fait, ça se traduit surtout, enfin, c'est surtout lié à une évolution de la mortalité néonatale précoce. C'est ce qu'on disait, c'est là où on voit le plus gros écart, si vous voulez, en 2020-2021, alors qu'au niveau de la mortalité néonatale tardive et post-natale, post-néonatale, on était à des taux plus similaires au niveau régionaux et nationaux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on s'intéresse à la mortalité néonatale précoce? C'est vraiment le reflet de ce qui s'est passé pendant la grossesse et l'accouchement et la première semaine de vie en fait. Donc, ça va être intéressant d'analyser un petit peu les facteurs et de comprendre voilà, ce qui se passe en amont de l'accouchement. Un petit point sur voilà, la mortinatalité, elle qui donc est principalement composée de mortinatalité spontanée à hauteur de 62-63%. Et c'est pareil, c'est la mortinatalité spontanée qui augmente et qui est au-dessus de la moyenne nationale. Alors que le taux d'IMG est comparable au niveau régional et national et évolue très, très, très légèrement dans le temps. Donc voilà, quand on regarde un petit peu ces chiffres-là, on a envie de comprendre ce qui se passe et de comprendre voilà, un petit peu quels peuvent être les mécanismes derrière pour expliquer ce phénomène. Et en fait, il y a eu une étude qui a été menée dans le 93 dont il s'est dégagé voilà, plusieurs éléments de réponse, notamment le fait qu'en fait, c'était multifactoriel et que ces facteurs étaient complexe et intriqué et que généralement, ils pouvaient survenir en même temps. Et donc, typiquement, on peut interroger l'offre de soins. Donc, l'offre de soins en elle-même, est-ce qu'on a accès facilement à un suivi de grossesse à côté de chez soi? Est-ce qu'on a une maternité ou des soins adaptés à proximité? Mais on peut aussi interroger l'accès aux soins en dehors de l'aspect géographique, mais aussi au niveau financier. Donc voilà, pour toutes les patientes qui sont sans couverture sociale, par exemple, ou on peut aussi interroger l'accès aux soins en termes de littératie en santé. Est-ce que le système de soins autour de la femme enceinte est adapté à sa compréhension du système? Bon. Il y a aussi des facteurs donc, cliniques et biologiques, donc, notamment au niveau de la mère, son âge, l'existence de pathologies préexistantes à la grossesse, telles qu'une obésité sévère ou morbide ou une hypertension artérielle chronique, peuvent être des facteurs de risque. De même, la survenue voilà, de pathologies ou de complications pendant la grossesse ou l'accouchement vont avoir un impact sur l'état de santé maternel et néonatal. Et donc, ça va influencer notamment le terme de du nouveau-né, l'âge, le poids de naissance, etc. Après, il y a aussi voilà, d'autres facteurs, donc des facteurs environnementaux, donc avec notamment la situation socio-économique de la patiente. Donc, est-ce qu'elle a un travail ou non? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle est dans un environnement physique adapté à une grossesse, avec un logement salubre ou non, par exemple? Et ensuite, il y a des facteurs comportementaux. Donc, typiquement, est-ce qu'il y a des conduites addictives? Est-ce qu'il y a l'existence de violences intrafamiliales? Est-ce qu'il y a des comportements de négligence ou de maltraitance vis-à-vis de l'enfant? Voilà. Et donc, au sein d'une situation, il peut y avoir un ensemble de facteurs qui vont s'influencer les uns les autres et amplifier les risques pour la mère et le fœtus, et donc augmenter le risque d'issue défavorable pour la mère et le nouveau-né. Et en fait, ces théories-là ont été aussi un petit peu confirmées dans une étude qui est parue en septembre 2025 dans BMJ Medicine, menée par l'INSERM,
qui en fait s'est penché sur l'indice de défavorisation périnatale français. Donc c'est un indice qui a plusieurs composantes. Comme je n'arrive pas à lire, il faut vous les retrouver en bas de la diapo, on vous les donnera après. Et en fait, ça répartit la population en 5 groupes, avec le groupe 1 en bas qui est le groupe, c'est les 20% de la population les moins défavorisés, et le groupe 5, c'est les 20% de la population les plus défavorisées au niveau national. Et donc, ce que l'étude a constaté, c'est que la mortalité infantile, donc les deux courbes là, en jaune, c'était en 2001 à 2008 et en bleu de 2015 à 2020. L'étude a constaté qu'en fait, le risque de décès néonatal était 1,7 fois plus élevé dans le groupe 5 que dans le groupe 1. Donc, 1,7 fois plus élevé dans les populations les plus défavorisées. Et qu'en fait, ce risque-là augmente aussi dans le temps, puisque voilà, on a vu que l'écart s'est creusé au cours des années au sein d'un même groupe, aussi au sein du groupe 4. Ce que cette étude révèle, c'est que la mortalité néonatale a augmenté exclusivement dans les zones défavorisées, et ça indique voilà, un creusement des inégalités socio-économiques qui vont, elles, se répercuter ensuite sur la mortalité infantile. On vous a mis voilà, quelques diapositives avec des indicateurs de l'état maternel et néonatal. Vous pouvez retrouver les données sur Open Data, je vous mettrai le lien aussi après. Voilà, avec notamment l'augmentation de l'obésité dans le Val-de-Marne, nous on est à courbe en bleu, et l'augmentation du taux de diabète gestationnel aussi dans le temps. Et au niveau néonatal, on voit alors pour le coup une petite diminution de la prématurité, mais une augmentation de l'éligibilité à un programme de suivi des enfants vulnérables. Si on se penche, voilà, après, donc, encore plus précisément au sein du département et qu'on analyse les chiffres selon les arrondissements INSEE, il y en a 3 dans le Val-de-Marne. Il y en a donc celui de Nogent-sur-Marne, celui de Créteil et celui de l'Haye-les-Roses. Et donc l'Haye-les-Roses est représenté ici. Et en fait, voilà, on voit que même au sein du département, le taux de mortalité infantile est hétérogène, avec un taux plus faible dans l'arrondissement INSEE de Nogent-sur-Marne et plus élevé dans celui de l'Haye-les-Roses. Et donc ça aussi, c'est le reflet voilà, de disparité au niveau départemental. Et donc, Cécile a pu tirer des données plus précises au niveau de ce département INSEE de l'Haye-les-Roses, et de regarder un petit peu voilà, le parcours de grossesse de ces femmes enceintes, enfin, voilà, sur ce territoire. Et en fait, on constate que voilà, 75% des femmes ont un médecin traitant. Donc encore 25% n'ont pas accès à un médecin traitant, notamment pendant la grossesse ou après, s'il y a des pathologies coexistantes ou qui persistent après la grossesse. 25% des femmes n'ont pas les 3 échographies recommandées pendant la grossesse, donc en ont une ou 2. Et la moitié des femmes bénéficient d'un entretien prénatal précoce, qui est pourtant un entretien qui permet voilà, de dépister et de repérer les vulnérabilités pendant la grossesse assez tôt et de pouvoir orienter et coordonner le parcours de soins et de la grossesse après. Et en fait, ce qui est assez marquant, voilà, donc il y a 6,6% des femmes qui sont avec l'AME. Et parmi ces femmes avec l'AME, seulement un tiers ont les 3 échographies recommandées et accès à l'entretien prénatal précoce, ce qui montre vraiment que voilà, quand on a une vulnérabilité socio-économique, eh bien, ça impacte aussi l'accès aux soins et le parcours de grossesse. Et donc, c'est le cumul de ces facteurs de risque de vulnérabilité qui vont entraîner voilà, des ruptures dans les parcours de soins et des soins sous-optimaux qui vont voilà, à nouveau se répercuter sur la mortalité infantile. Et donc, voilà, je vous ai présenté ces chiffres qui sont pas très réjouissants. Donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est tout l'intérêt d'une soirée comme celle-ci où on peut présenter voilà, les actions au niveau local et puis au niveau départemental. Donc, moi, je vais vous présenter après assez brièvement le réseau. Si vous voulez aller plus loin, en tout cas pour les données, vous pouvez les retrouver donc sur Open Data. C'est accès libre. Vous pouvez voir les données au niveau régional, départemental. Enfin, c'est assez intuitif comme plateforme.
Et Cécile Cazé m'a autorisé à vous donner son mail. Si vous avez d'autres questions sur ces données-là, vous pouvez la contacter. Voilà. Je dis tout. Alors. Et puis du coup, voilà, je vais vous présenter donc, le réseau où on travaille sur ce sujet-là et sur la périnatalité de manière large. Et voilà, c'est bon. Super, merci. Et puis on va peut-être commencer par un petit quiz rapide. Hop, voilà. Ouais, super. Il faut que je mette présentation, c'est ça? Juste, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez répondre. En ligne, ils peuvent scanner aussi. Et sinon, se connecter sur un Mentimeter et le code c'est menti.com, pardon. Et le code c'est 62 90 30 63. Le code ne fonctionne pas, n'hésitez pas à taper l'adresse. Enfin, parce que comme c'est un peu flou. D'accord. Ah, le code QR code. Oui, QR code, voilà. D'accord. Sinon, oui, voilà, vous le trouvez sur menti.com et c'est les chiffres. Et donc, du coup, on peut peut-être le lancer. J'appuie sur Start, c'est ça? Oui, tout à fait. Hop, c'est le bouton bleu. Oui, tout à fait. Souris. Ah, voilà. Super, et donc on peut passer un petit coup après. Et voilà, en quelques mots-clés, selon vous, voilà, quelles sont les missions du réseau? Je pense qu'on est bon, ok, super, je retiens. Et la suivante, ouais, juste après, c'est. Les papiers. Et selon vous, quelles sont les thématiques traitées par le réseau? On peut en choisir qu'une. Non, on peut en choisir plusieurs, normalement, je crois. Non. Ah non? Ah. Non. Eh bien, on verra ça. Ouais, je on voit pas encore rien. Après, quand tout va. Ouais, je fais ça. Allez, des dernières réponses. On peut avoir la réponse. Tout le monde a répondu pour. Ouais. Il me semble, ouais. Problème de connexion. 15 réponses. Sur 4. Et on est en ligne. Après, normalement, je vais sortir pour comprendre. Pas le même. Si vous voulez, vous pouvez. Il reste un peu plus. Et après, je laisse. Ah ben, c'est le coup. Ouais. Ah ben voilà. Ah, ok, bon, très bien. Donc, avec une majorité de suivi en prénatal, IVG. Ouais.
Ça marche. Ok, super. Et la dernière question, et après c'est fini. Ah, Ouais, super, voilà, ouais, ok. ok. Sur les enfants vulnérables, mortalité infantile, ok. Ok, super. Et dernière Dernière question, ouais. Quels sont les partenaires besoins? Ah, ok, et comment on faisait pour moi? En fait, il faut que j'appuie sur celui-là. Encore par partenaire, parce que c'est finance ou ceux avec qui tu travailles? Je laisse répondre. Les financements. C'est ça. Laisse, ouais. Eh ben, il n'y a pas de partenaire. Non, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas encore tous Ah finir. oui, c'est bon. Alors, département, PMI. PMI, RS, c'est pas mal. Le meilleur, c'est la commande. IBM. Bureau, oh, il y a beaucoup de réponses. Le DAC. Professionnel. Maternité. Bureau, PMI. ok. Ah, c'est BTS, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Quand même, c'est pas bon. C'est l'ancien. Non, c'est leur français. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir. Ok, encore une. Bon, je pense qu'on va pouvoir Ouais, bah, arrêter là. Ouais. Super, merci. Bon, bah, c'est parfait. J'ai eu ma présentation. Donc, là, c'est tout. Non, alors du coup, effectivement, au niveau des partenaires, c'est tout à fait ça. Enfin, je pense que vous les avez quasi tous mentionnés de ce que je vois. Donc, très bien. Merci. Euh, allez-y. hop. Ah, c'est- Ok. Donc voilà, effectivement, les réseaux, on est ce qu'on appelle un dispositif spécifique régional en périnatalité, donc un DSRP. Il y en a un par région en France et l'Île-de-France, il y en a un par département à peu près, puisqu'on fait 20% des accouchements de toute la France en Île-de-France. Et donc les réseaux sont réglementés par des instructions ministérielles. Donc on a tous les mêmes missions, mais avec des priorités ensuite qui sont établies par nos ARS en fonction des PRS. Alors, je suis désolée, on ne voit pas très bien du coup. Mais donc, le premier item, voilà, c'est l'organisation du suivi des enfants vulnérables. Donc, c'est un programme qui permet voilà, de renforcer le suivi d'enfants qui sont avec des critères spécifiques et de voilà, suivre leur développement jusqu'à leurs 7 ans avec des consultations spécialisées avec des médecins. Et éventuellement, ils peuvent bénéficier de séances de psychomotricité. Donc, les enfants sont soit ceux qui sont nés avant 33 semaines d'aménorrhée, qui ont un poids de naissance inférieur au troisième percentile et qui sont prématurés, qui ont eu une anoxo-ischémie à la naissance, où il y a voilà, d'autres critères très déterminés. On a aussi un rôle de soutien de la prise en charge globale de la grossesse. Donc, voilà, je vais en parler un petit peu après, mais ça va être voilà, soutenir les acteurs du terrain sur toutes les problématiques liées à la grossesse, donc le suivi, l'inscription en maternité. Ça peut être aussi bien voilà, le suivi en postpartum, l'allaitement, l'entretien prénatal précoce, l'entretien postnatal précoce. Et aussi, une des missions, ça va être voilà, de réaliser le dépistage de l'audition néonatale, enfin de s'assurer de son exhaustivité sur le département. J'essaie de réduire un peu l'écran, en fait, je me dis en Ouais. puissant, on devrait peut-être voir un peu plus. C'est excité, mais l'écran. Après, je transférerai le diapo aussi. Pas de souci. Euh, Donc, en fait, voilà, la prise en charge globale de la grossesse, ça va être assez large. Mais justement, le but, c'est d'accompagner les maternités, les professionnels libéraux et les professionnels de PMI sur le sujet. Donc, c'est toujours aussi flou. Un petit peu.
Encore. Là, ça a l'air Ouais. Bon, trop pas bien. forcément mieux. C'est pire. C'est pire qu'avant. C'est encore pire. C'est pas grave, je vais. Il n'y a pas tant que ça de choses sur le plateau, on peut le garder en ligne et puis Pas de soucis. Bah, pendant que ouais, vous pouvez le remettre comme avant. ça marche. Ah oui, Eh ben, sinon vous avez le. Tout à fait. Vous avez le lien que vous avez bah, avec. Bah, si vous voulez vous connecter au Zoom, comme vous voulez, vous pouvez. Vous avez. Vous verrez le diapo et il est beaucoup mieux en Zoom. En vrai. Mais de toute façon, on vous l'enverra après, je sais pas. ouais. Je vais te montrer quelque chose de super bien. Euh, Je vais continuer. Hein. Et donc, au-delà voilà, de cette mission-là, il y a aussi voilà, donc, les missions de coordination entre les acteurs de la périnatalité. Donc, voilà, ça, c'est bien ressorti au moment du quiz. Et donc, voilà, ça va être soit aider des familles ou des patients et de coordonner leur parcours sur quelque chose de très spécifique, ou ça peut aussi être aider, par exemple, voilà, une maternité. L'été dernier, on a aidé une maternité à orienter les patientes vers un centre pour le suivi du diabète gestationnel parce que leur partenaire habituel fermait au mois d'août, par exemple. Euh, donc voilà, la coordination du parcours de soins, faciliter l'accès à l'IVG aussi, ça fait partie des missions des réseaux. Donc en fait, nous, on va travailler avec les professionnels sur recenser l'offre de soins sur l'IVG, ce qui se fait et où, et pouvoir faciliter voilà, l'orientation des femmes après, et voilà, créer des outils de communication aussi pour que quand on est dans son cabinet, on sache, on ait les coordonnées du centre d'orthogénie à côté, par exemple. On va aussi travailler sur les violences faites aux femmes. Donc, typiquement, là-dessus, on va travailler avec donc, les partenaires institutionnels et les professionnels, mais aussi voilà, avec l'association Tremplin 94. Donc, les réseaux avaient aidé la mise en place de permanence par l'association Tremplin 94 dans les maternités publiques. Je crois que ça défile plus. Ah, si, c'est bon, ok. Et enfin, il y a le soutien à la démarche qualité, donc qui va passer effectivement par la proposition de formation aux professionnels, donc pour soutenir la formation continue. Donc effectivement, ça aussi c'était ressorti. Euh, le référencement des échographistes qui pratiquent l'échographie T21 pour le dépistage de la trisomie 21. Et on peut, les réseaux peuvent aussi venir en aide aux professionnels pour la déclaration et l'analyse d'événements indésirables graves. Et donc, nos champs d'action, voilà, ils sont plutôt assez vastes. Alors, donc, du suivi anténatal au postnatal. Donc, on en a un peu parlé, de l'inscription en maternité. Avec les autres réseaux franciliens, on travaille sur la cellule EIMA, qui est la cellule d'aide à l'inscription en maternité. Pour toutes les patientes qui ont des difficultés pour s'inscrire en maternité, cette cellule-là les aide à se réorienter et à s'inscrire en maternité. On va travailler sur les transferts in utero aussi. Voilà, sur le parcours de sortie de maternité. Donc ça, le réseau avait mis en place une application web dans ce but-là, donc qui s'appelle NUO. Et pareil, au niveau régional, on va travailler sur l'allaitement avec les autres réseaux, sur le dispositif SOS Allaitement Île-de-France. Et on travaille voilà, aussi sur le dépistage de l'audition. On va travailler sur toutes les vulnérabilités psychosociales, donc je sais un peu relisté avec les différents partenaires, donc staff MPS, entretien prénatal précoce, entretien postnatal précoce, et donc sur les autres thématiques déjà mentionnées comme l'IVG, la mortalité infantile. Les partenaires, écoutez, là, vous les aviez tous mentionnés, donc j'ai l'impression que c'est à peu près clair. Les professionnels de santé, les structures, les partenaires locaux et institutionnels. Et en dernière diapositive, enfin, voilà, je crois que l'objectif, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que ce soit une présentation un petit peu opérationnelle. Et donc, je vous ai mis quelques ressources qui peuvent être utiles. C'est très, très succinct. Mais en tout cas, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous. Donc, il y a mes coordonnées en haut, là, c'est mon adresse mail si vous avez besoin de ressources ou des questions. Et après, nous, on a sur le site web et dans la base documentaire du réseau qui est réservé aux adhérents, un petit peu plus de ressources. Alors, c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour régulièrement. Mais voilà, si vous avez des ressources aussi que vous voulez qu'on mette en avant, pas hésiter à nous en parler. J'ai remis le numéro du dispositif SOS Allaitement Île-de-France, toujours utile quand on a une patiente qui a des difficultés
avec l'allaitement pour pas qu'elle soit seule le soir, par exemple, face à ces questions. Et j'ai mis les adresses d'autres réseaux qui sont spécifiques et qui interviennent sur toute la région. Donc, Revo pour l'IVG, Solipam pour la précarité en périnatalité. C'est un réseau que vous pouvez solliciter sur ce sujet-là. Et le réseau de DAPSA pour tout ce qui est situation complexe en périnatalité, notamment pour les problématiques d'addiction. Et j'ai remis voilà, les sites sur les données épidémiologiques. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions sur le réseau, je peux le présenter aussi plus en détail. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était super. Voilà. Si on a des questions pour Madame Pavé, n'hésitez pas à les poser, ou sinon, si ça vient après, même sur le chat, n'hésitez pas, on lui relaiera. Et donc, pour enchaîner, je vais inviter un partenaire institutionnel du réseau, de l'ARS et de la CPTS, qui est la CEPAM, la classe 14, avec Madame Navarro, qui va nous faire une petite présentation rapide sur la périnatalité, voilà, pour enchaîner là-dessus, sur les actions, voilà, présentation assez rapide avant de donner la parole au PMI, au département du Val-de-Marne. Bonjour à tous. Je suis Christine Navarro, j'ai en charge, vous connaissez pas mal d'entre vous, mais j'ai en charge de la coordination des relations partenariales à la CPM du Val-de-Marne. Et si j'ai été invitée ce soir, c'était aussi parce que, en lien avec tout ce que vous a dit Marianne, on nous a commandé la mise en place d'un plan de réduction de la mortalité infantile sur le Val-de-Marne. Donc, il y a une coordination d'acteurs. Beaucoup de personnes ici ont participé au groupe de travail et un copil restreint qui s'est mis en place avec le réseau périnatal du Val-de-Marne, l'ARS, la direction des PMI, l'ARS Île-de-France, donc ARS Val-de-Marne, l'ARS Île-de-France et la CPM. Et l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que à l'issue des groupes de travail, il y a des pistes qui ont été mises en place et que par rapport à toutes les données, le nombre de personnes en AME, le nombre de personnes qui n'ont pas de droit, le nombre de personnes qui n'ont pas de suivi, la bonne connaissance des acteurs sur un territoire peut améliorer le recours aux droits et le recours aux soins. Donc la CEPAM est un acteur à volet plutôt administratif, mais on essaie aujourd'hui nous aussi de nous concentrer un petit peu grâce au réseau partenarial et au relais sur le terrain sur l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. On est tous à peu près dans les mêmes proportions, donc pour nous, les personnes qui sont en situation de fragilité, on n'a pas forcément toujours les mêmes indicateurs. On ne va pas être sur forcément, bon, in fine, le critère économique, socio-économique ressort, le lieu de vie, les quartiers politiques de la ville. C'est autant d'indicateurs qui convergent vers malheureusement un cumul de fragilité qui amène des résultats tels que ceux qui vous ont été présentés. Mais on se rend compte qu'on est tous indispensables les uns aux autres et travailler en coordination permet d'améliorer et d'identifier, de détecter donc les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Et notre rôle, c'est d'essayer de fluidifier le circuit pour permettre, dans la mesure du possible, de donner accès au dispositif le plus rapidement possible, puisque l'analyse des causes de pourquoi, parce que la première question qui nous a été posée, c'est pourquoi ces chiffres? Et il y a plein de choses qui n'ont pas été soulignées ce soir, mais qui ont réellement été faites, un travail de fourmi sur le terrain, la rencontre de chacune des maternités, enfin plein de choses pour essayer d'améliorer tout ça. Moi, ce soir, je vais partir sur la présentation d'outils que l'assurance maladie met à disposition du réseau, qui sont récents. Alors, pour ne rien vous cacher, en préparant le support, j'ai découvert que la dernière fois que le parcours parentalité avait été mis à jour au niveau de l'assurance maladie, c'était en 2008. Depuis, il s'est quand même passé un peu de temps. Donc, des notions sont apparues, comparant, adoption, GPA, enfin, il y a plein de choses qui n'existaient absolument pas ou qui n'étaient pas aussi bien pris en charge. Ce qui est important au niveau de l'assurance maladie, c'est l'accès aux droits, la consommation du soin, parce que pour nous, il faut que les personnes consomment du soin. Plus elles consomment de soins, mieux elles seront soignées, moins elles coûteront à l'économie, en fait, au système. Mais aussi, un volet qu'on peut occulter, c'est tout ce qui est relatif à la prise en charge du congé maternité. Il y a le congé parental qui va évoluer, enfin, le congé maternité qui va évoluer là, au 1er juillet avec les rétroactivités. Donc tout ça, là, le congé paternité, enfin, c'est plein de notions aussi qu'il faut qu'on véhicule un maximum. Donc je vais rapidement. Bon. Vous dire que donc
le parcours d'accompagnement des futurs parents est un petit peu calqué sur le modèle des 1000 premiers jours. Donc, on part de la conception aux 3 ans de l'enfant. Donc, on est sur les 1000 premiers jours. Là, c'est un petit peu pour vous expliquer les objectifs. Donc, un objectif de modernisation avec des supports, un retour en arrière. La dématérialisation, c'est super, mais on s'est rendu compte que le papier, ça pouvait aussi avoir un côté rassurant, un côté je prends connaissance de l'information, donc un retour en arrière sur on envoie tout par mail. Là, aujourd'hui, les courriers vont être envoyés par papier. Pour aussi ne pas écarter du système les personnes qui sont en rupture numérique, puisqu'il y en a beaucoup. Après, on n'a pas de support en langue étrangère aujourd'hui, et c'est un vrai besoin en Île-de-France plus précisément, mais non, on est un réseau national, et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des adaptations. Alors, grâce à l'IA aujourd'hui et grâce à plein de logiciels, on peut, en prenant une photo ou télécharger un document sur un outil en ligne pour pouvoir avoir des traductions, mais ça peut être des freins qui peuvent expliquer le non-recours à beaucoup de choses. Des courriers donc revisités, donc un peu plus lisibles, moins administratifs, hein, comme sont les courriers de l'assurance maladie, de la CAF, de France Travail, de tout le monde. Hein, je ne nous incrimine pas, mais en gros, on adore écrire des pavés. Et un accompagnement terrain renforcé. Alors là, pour le coup, on est en train de travailler dessus parce qu'il y a un acteur qui n'est pas présent ce soir, mais qui est concerné aussi par le dispositif, c'est la CAF, qui est un acteur hyper important dans la parentalité, au niveau de l'accueil de l'enfant. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc, on travaille en étroite collaboration avec eux sur le volet droits et prestations, mais on nous a demandé aussi dans le cadre de ce parcours, puisque la CNAF a rénové aussi son parcours. Ce qui est fou, c'est que les deux caisses nationales ne se sont pas coordonnées, c'est un peu dommage. Donc, on a chacun notre charte graphique, mais bon, c'est pas grave. Et on va proposer, là, on est en train de travailler dessus avec la CAF, des réunions d'information aux partenaires parce qu'on s'est rendu compte qu'on fait des choses, on est entre guillemets content de les faire, mais il y a un taux d'adhérence assez faible des personnes. Euh, Avant, on faisait des réunions d'information en présentiel à la CEPAM avec la CAF et on invitait toutes les femmes qui ont déclaré une grossesse à venir à des ateliers. Mais c'était pendant toute une demi-journée, les gens travaillaient, c'était pas génial. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient. Alors, quand il y avait 50 personnes dans une salle, c'était cool, mais par rapport au nombre de grossesses, c'était un taux très faible de convertis. Et donc, pour le coup, il y a le Covid qui est arrivé. Donc là, on s'est dit, on ne peut pas arrêter, parce qu'il y a quand même des grossesses. On est passé sur le format webinaire en se disant, trop bien, on va le faire de 13h à 14h, parce qu'en fait, le fait de le faire en demi-journée et en présentiel, ça écartait automatiquement toutes les femmes qui étaient en activité. Et donc, on avait toujours se dire, ben, ce n'est pas parce qu'elles sont en activité qu'elles n'ont pas besoin de l'information. Donc, on l'a fait en format webinaire de 13 à 14, voire 15, ça dépend du nombre de connexions. Et là, il y a plus de gens qui se sont connectés. Donc, on a 200, 300 participants par atelier maternité. On a décidé de le scinder. Avant, il y en avait un seul. On bassinait les gens d'informations. Là, on en fait un au deuxième trimestre, un au troisième trimestre. On en a rajouté un autre qu'on fait uniquement sur la prévention avec la présence d'une sage-femme et d'un chirurgien dentiste, et également un autre webinaire sur tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc un peu toute la santé environnementale. Et il y en a un qui est là, pour le coup, organisé à un niveau régional, et celui-ci, il est plus sur post-naissance, le bol alimentaire et tous ces aspects-là pour les enfants. Alors, c'est en bas. OK. Donc là, les nouveaux outils qui sont sortis de ce parcours maternité, je vais vous le dire rapidement. Donc, il y a un podcast. Oui, excusez-moi, juste comment les patients sont prévenus. alors, je vais en parler. Donc, il y a un podcast qui existe, qui est déjà disponible avec 10 épisodes avec différentes thématiques. Je pense que ce sera élargi. Je vous ai mis le lien. Vous avez également une newsletter mensuelle qui est envoyée à partir du 4e mois de grossesse à toutes les femmes. Mais alors là, il y a le compte Amélie, il y a le sujet de est-ce qu'elle va être envoyée par courrier ou pas. Je n'ai pas réussi à trouver l'info. C'est ce qui est annoncé dans les directives, mais je n'ai pas trouvé l'info avec précision, donc je ne l'ai pas mis. J'ai juste mis quand. Des supports, il y a un guide complet de 36 pages qui a été élaboré avec toute la prise en compte de tous les aspects, donc le congé mater, le congé pater, plein de choses pour prévenir au maximum l'importance de l'EPP, les examens prénataux, postnataux, le nombre, les échos, enfin bref, tout un calendrier
assez, on va dire, presque falque, très visuel, pour présenter les informations. Donc, lui, il est accessible dans l'onglet sur le compte Amélie, j'attends un enfant, mais il est également disponible en ligne à tout moment sur le compte, enfin sur amélie.fr, donc sur le site, pas via le compte, parce qu'à chaque fois, tous les bénéficiaires de l'AME n'ont pas de compte Amélie. Premièrement, tous les gens qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale définitif n'ont pas de compte Amélie. Donc, c'est même pas forcément qu'une condition de régularité. Une personne qui est en demande d'asile, un réfugié, n'a pas de compte Amélie. Tant que il n'est pas réfugié et que son acte de naissance a été validé par... Enfin bref, c'est des démarches qui peuvent durer 3 ans. Donc, pour le coup, ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir accès à la carte vitale ni au compte Amélie, ce qui pose quand même enfin, qui met quand même pas mal de freins. Donc là, on peut quand même accéder aux informations. Et enfin, la dernière chose, vas-y, dis-moi. La to-do list. Une to-do list de 3 pages qui a été mise en place avec la CNAF et la CNAM et qui reprend, c'est vraiment la checklist de tout ce qu'il y a à faire pendant la grossesse. Donc, elle fait 3 pages. Et voilà. Et je fais le focus donc sur les webinaires maternité. Je n'irai pas beaucoup plus loin puisqu'on m'a demandé d'être opérationnel et il y a d'autres sujets. Donc, on organise maintenant des ateliers maternité en ligne. Comment on est informé? Donc, dès qu'on a la grossesse qui est déclarée, on reçoit des campagnes par mail en fait avec les liens pour s'inscrire. Mais on n'est pas obligé d'attendre le mail pour s'inscrire. C'est-à-dire que nous, on va compter aussi sur les partenaires pour relayer l'information pour que les gens puissent s'inscrire. Et limite, moi, à terme, j'aimerais bien que dans certains centres sociaux ou ce genre de choses, ce genre de lieux qui sont très familiers aux personnes qui ne vont pas aller pousser les portes de la CEPAM, par exemple, ça puisse être organisé en format, on organise un atelier où les gens viennent, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de questions aussi dans le chat, parce que l'allophonie ou l'illettronisme, enfin l'illettrisme peut empêcher les gens de poser des questions. Et donc, si on est avec un médiateur santé au sein d'un lieu dans lequel on a confiance, on peut être plusieurs personnes, et je ne sais pas, moi, le référent santé ou le médiateur ou la personne du centre, le travailleur social pourrait être celui qui serait vecteur de nous poser les questions. Donc là, je vous ai mis un QR code, je vous ai mis le lien, c'est un catalogue en ligne sur lequel il y a toutes les dates des prochains webinaires. Donc là, c'est, je crois, 17, 18 et 26 mars. Donc, à chaque fois, c'est T2, T3 prévention. Et tous les trimestres, il y a 3 webinaires qui sont organisés. Et je voulais terminer sur le lien avec les partenaires. Comme je l'ai dit en introduction, on ne peut pas travailler tout seul, chacun dans son coin, on travaille tous ensemble. Donc, on a abouti à la mise en place d'une convention avec la direction des PMI et la DASIP. Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'un EDS, j'avais vu dans la liste des... ok. On vient de signer une convention avec la DASIP pour pouvoir mettre, parce qu'au niveau des PMI, il n'y a pas de personnel administratif, et donc c'était un problème. Le docteur Burézy me disait, mais je ne peux rien faire en fait pour t'orienter les gens, et les fameux bons 247 qui sont 217, bon, 217 qui sont utilisés aujourd'hui au niveau du conseil départemental et qui ont, on ne sait pas jusqu'à quand, et en fait il faut lutter contre ça aussi puisque c'est des personnes qui peuvent rentrer dans le droit. Donc, une fiche de liaison va être mise en place entre les PMI et les EDS et on va pouvoir avoir, via un canal d'échange sécurisé, un lien plus rapide et un circuit prioritaire pour pouvoir donner accès aux droits, puisque les gens n'ont pas forcément conscience de leurs droits. Ils ne savent pas, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas de droits alors qu'ils en ont, ou des fois, il y a des ruptures de droits et on peut réactiver. Enfin bref, on va essayer d'améliorer tout ça. Donc, avec la CAF, on va proposer rapidement donc, des présentations conjointes du fameux parcours et de prendre des idées aussi, parce qu'on n'a peut-être pas pensé à tout. Et ce qui est déjà disponible aujourd'hui, on vous enverra les supports, parce que tous les supports dont on peut parler, de guide, la to-do list et compagnie, il y a des affiches aussi pour si vous voulez mettre au sein des structures, sont déjà disponibles sur un site dont vous avez le QR code et le lien. Et on les enverra aussi en pièce jointe. Pour le coup, le site partenaire de la CEPAM, où vous avez tous les supports qui sont téléchargés et que vous pouvez télécharger en toute autonomie. Et c'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup. Pareil, c'est les questions.
Elle est posée, donc sans plus attendre, j'invite le docteur Baleni et Mme Laure Meurs à me rejoindre. Donc, je vais vous laisser vous présenter, mais donc, vous allez représenter les PMI, notamment le département du Val-de-Marne. On va aller cette fois-ci, on passe des chiffres et des présentations au terrain. Donc, je vais vous laisser les présentations et on terminera la soirée ensuite avec nos deux professeurs. Voilà. Vous êtes plus nombreux, donc je suis désolé, je vais pas citer tout le monde, mais je vous laisserai dire quelques mots. Je vais partager votre présentation. Je vous laisse la petite zapette. Et c'est à vous. Ouais. Ça, c'est justement. Et toi, tu fais les appels. Bon. C'est pour que je leur visuel parce que je n'arriverai pas à lire. Donc, on est venu en force. On fait partie de la direction de la protection maternelle et infantile, promotion de la santé du département du Val-de-Marne. On va se présenter. Laure. Et que Laure Meurs, sage-femme et responsable PMI de l'EDF Choisitier. Clémentine Fréard, infirmière à la PMI, Centre de santé sexuelle de Choisy-le-Roi. Donc Astrid Peigné, je suis sage-femme puéricultrice et je suis responsable du centre de PMI avenue d'Alfortville à Choisy-le-Roi. Je suis Lisa Gassi, je suis infirmière puéricultrice et je suis responsable du centre de PMI, centre de santé sexuelle d'Orly-Artaud. Voilà, donc des professionnels qui travaillent sur le territoire Octave. Et je suis Véronique Balaini, je suis médecin de PMI et en responsabilité du territoire 3 du département du Val-de-Marne. On va vous expliquer un peu tout ça. Alors, on commence par une définition un petit peu de ce que c'est qu'un service de PMI. Le service de PMI, c'est un service de santé publique de l'enfant et de sa famille. Dans l'autre sens. Donc, un service de santé publique de l'enfant et de sa famille, un service de proximité, accessible à tous, pluridisciplinaire, qui s'inscrit dans une approche globale médico-psychologique. Ce qui est important, c'est la proximité. On a sur le département du Val-de-Marne, je vais dire entre 60 et 70 centres de protection maternelle et infantile qui sont plus ou moins adossés à un centre de santé sexuelle. Donc, il y a, je crois, 40 communes dans le Val-de-Marne. Donc, il y a certaines communes qui sont dotées de plusieurs centres de protection maternelle et infantile et de plusieurs centres de santé sexuelle. Pour vous expliquer un petit peu le maillage extrêmement complexe de la direction de PMI. Accessible à tous, c'est pour dire que le public ciblé n'est pas le public vulnérable. Les centres de PMI sont absolument ouverts à toute personne qui se présente. Et on sait très bien que les besoins, ils sont partout et qu'un couple qui travaille, qui vient d'avoir un enfant, peut avoir tout à fait besoin de s'adresser à une équipe pluridisciplinaire parce que vous allez voir, on est une équipe pluridisciplinaire, on a quand même énormément de personnes qui travaillent dans chaque centre de PMI et de santé sexuelle. Et la particularité, me semble-t-il, c'est cette approche globale de la santé, avec un aspect bien sûr médical, mais psychosocial. Alors, j'avais noté un petit peu, on ne voit rien du tout, mais ce n'est pas très grave, que le service de... Non, non, regardez, vous voyez, regardez, c'est très beau, on a essayé de faire quelque chose d'un peu coloré. J'avais noté quand même la création des services de PMI, eh bien, c'est fait par ordonnance et ça vient surtout après les 2 guerres mondiales en 1945. Et l'objectif, c'était quand même la diminution de la mortalité infantile. Alors aujourd'hui, on se retrouve toujours dans ces mêmes sujets, puisqu'effectivement, il y a un groupe de travail avec la CPAM, la ARS, et, le réseau du Val-de-Marne, etc., depuis 2023. Et c'est toujours un sujet d'actualité, cette réduction de la mortalité infantile. Alors, on a essayé de réfléchir finalement, mais qu'est-ce qui fait notre spécificité en tant que service de santé et quels sont nos atouts? Alors, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, la proximité, on l'a dit, il y a le côté universalisme proportionné, c'est-à-dire que l'universalisme, c'est pour dire que c'est un service qui est accessible à tout le monde. Et que le proportionné veut dire qu'on va, en fonction du public qu'on reçoit, faire des actions renforcées et de qualité. Et qu'on a bien à connaître le public de chaque PMI et on va adapter effectivement et renforcer nos actions pour des personnes vulnérables.
Alors, on a dans nos centres, on a des actions individuelles, des actions collectives. On s'occupe bien sûr de prévention précoce, ça c'est le sujet. Et de plus en plus, on cible la précocité. La précocité, ben, c'est dès que la femme est enceinte, finalement, puisqu'on peut déjà déclencher des actions, bien sûr, pendant la grossesse. On s'occupe beaucoup de dépistage et vous allez voir qu'on a énormément de thématiques. Et depuis quelques années, on essaye d'être complètement accordé avec les demandes sur le plan national. J'aime beaucoup dire qu'on fait un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que ben, on est là pour recevoir les gens, pour les accueillir, et on peut tout entendre de ce qui nous est dit, et bien sûr sans jugement. On a un modèle d'accueil souple, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de professionnels différents, que les gens peuvent se présenter sans rendez-vous et ils vont être reçus, bien sûr avec des rendez-vous aussi, notamment pour les consultations. Et on a des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire on va les décliner, je pense, au fur et à mesure quand on va décliner les activités. La santé globale, on en a parlé. Il y a bien aussi le fait qu'on ait des centres de protection maternelle infantile adossés aux centres de santé sexuelle. Ça fait de la continuité pour l'activité prénatale avec le postnatal. Et puis, quelque chose de phare aussi dans nos centres, eh bien, c'est l'accompagnement à la parentalité. Donc, on est quand même assez armé pour recevoir notre public. Alors, comment est organisée la PMI dans le Val-de-Marne? Là, on a mis effectivement la carte du Val-de-Marne. Je suis en responsabilité du secteur bleu du Val-de-Marne, donc c'est le nouveau territoire 3. On est en train de réorganiser, je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler de tout ça, on était organisé avant en 7 territoires et maintenant on est calé sur les EPT comme le Grand Paris. Et alors, on ne les appelle pas les EPT, on les appelle le territoire, en sachant que le nord, le territoire qui est couleur marron, c'est le territoire 1. Et puis, on fait comme les arrondissements de Paris. On arrive donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Sur le territoire qui nous intéresse particulièrement, ben Octave se situe sur le territoire 3, donc avec les communes de Thiais, Choisy-le-Roi, qui forment une EDS. Et donc, il y a une EDS pour ces deux communes sur la ville de Choisy-le-Roi. On a une EDS à Orly, et qui s'occupe de la ville d'Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine. Les centres de PMI, on a un centre de PMI sur la commune de Thiais, 2 centres de PMI sur la commune de Choisy-le-Roi, dont un centre à gestion assurance maladie de la CPAM. Nous avons sur Orly 2 centres de PMI et puis un centre de PMI sur Villeneuve-le-Roi. Pas de centre de PMI sur Ablon-sur-Seine. Et la particularité, c'est que quasiment tous les centres ont un centre de santé sexuelle. Alors, je vais essayer de vous expliquer l'organisation de la PMI dans le Val-de-Marne, parce qu'il faut bien comprendre que la PMI dans le Val-de-Marne, c'est des équipes dans les centres de PMI et dans les centres de santé sexuelle et une équipe PMI dans l'espace départemental des solidarités, l'EDS. Cette équipe de PMI en EDS, elle est principalement composée de sages-femmes et de puéricultrices qui vont faire principalement de l'aller vers, de la visite à domicile, de la prévention. Et cette équipe PMI en EDS, elle va travailler en lien évidemment avec les centres de PMI et les centres de santé sexuelle que vous connaissez bien et avec tout le reste des services qui composent l'EDS, l'espace départemental des solidarités. Donc, l'espace départemental des solidarités, c'est donc le service de PMI, mais également la DPEJ, donc ça c'est pour la protection de l'enfance, l'ASE, c'est la DASIP, la Direction de l'action sociale, l'insertion et des parcours emploi, donc ça c'est les assistantes sociales, et l'ADA, la Direction de l'autonomie, qui est présente sur certains EDS dans l'idée de faire un parcours global de l'usager. Donc, à l'EDS, il y a un accueil, mais c'est principalement au niveau d'ASIP. Voilà, l'usager se présente principalement pour avoir une assistante sociale. Le service PMI qui est dans l'EDS ne fait pas vraiment d'accueil puisque lui, il est vraiment pour faire de l'aller vers. Voilà, il est vraiment dédié à ça. L'accueil en PMI, c'est dans les centres de PMI.
Voilà ce qu'on peut dire sur l'organisation des EDF avec donc la DASIP, c'est vraiment l'idée de favoriser l'accès aux droits. Donc vraiment l'équipe de PMI en EDS, elle va être à la fois en interaction avec ces autres services de l'EDS et ces centres de PMI. Elle va vraiment être à la jonction de ces deux. Voilà. Et voilà, avec l'idée que l'usager peut se présenter à l'EDS pour effectivement avoir un suivi social, avec effectivement la spécificité que l'ADASI, pour le coup, elle est sectorisée et elle va prendre en charge, contrairement à la PMI qui n'est pas sectorisée, nous, on va prendre en charge, quelle que soit l'adresse, la famille qui vient en centre. Par contre, la DASIP, quand la personne se présente à l'EDS pour un suivi social, elle est sectorisée, elle va prendre les usagers de son territoire. Donc, pour le DS de Choisitiers, elle va Choisitiers, et pour le DS d'Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon, voilà, c'est sectorisé. Oui, juste pour la direction de l'autonomie. La direction de l'autonomie, pour l'instant, n'est pas dans les EDS et il y a une volonté d'inclure, alors pas dans tous les EDS du Val-de-Marne, mais dans certains EDS, au moins un EDS par territoire, d'inclure des professionnels de la direction de l'autonomie qui s'occupent particulièrement du public, des personnes handicapées et des personnes du troisième âge. Et j'ai appris récemment qu'ils vont s'occuper aussi, quand ils seront au sein des EDS, du public enfant. Donc, ce qui est extrêmement favorable pour nous, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde, on est vraiment très en difficulté pour faire un dossier DPH. Enfin, c'est pas qu'on est en difficulté, c'est qu'on a besoin d'un professionnel administratif pour aider les parents à compléter ce dossier. Et bien sûr, nous, on fait les certificats médicaux quand c'est nécessaire. Alors, là, on va parler du public et des missions de la DPMI-PS. Voilà, tout ça, c'est encadré. Hein, ce sont des missions qui sont obligatoires, qui sont à la charge du département, encadrées dans le Code de la santé publique. Et chaque département doit bien sûr être muni d'un service de PMI, c'est tout à fait obligatoire. Je pense. Ça va être à toi. Alors, donc là, on va vous présenter la partie centre de santé sexuelle, donc toute l'activité gynéco et prénatale qui peut se dérouler soit au centre de santé sexuelle, soit au domicile, et qui est donc pour les femmes, précise mineures ou majeures, mais en âge de procréer, les mères, les couples, les ados. Donc, il y a deux volets. Donc, sur le centre de santé sexuelle, c'est vraiment l'infirmière. Donc, ici, Clémentine, qui est l'une des infirmières du centre de santé sexuelle, qui est vraiment le pivot, j'allais dire, et le lien entre toutes les activités du centre de santé sexuelle. Il y a à la fois une partie gynéco et une partie prénatale obstétrique. Il va y avoir des sages-femmes qui vont être vraiment dédiées à la partie gynéco, formée, etc. Et des sages-femmes qui vont être dédiées à l'obstétrique. Voilà. Voilà. Je peux vous laisser la parole, Clémentine, peut-être pour détailler l'aspect gynéco. Oui, alors, donc le public peut venir donc me rencontrer sans rendez-vous, mais également je suis là pour coordonner les consultations de gynécologie, d'accueillir, de conseiller. Je reçois, enfin toutes les infirmières font ça, hein. Je reçois donc les patientes avant le rendez-vous avec la sage-femme gynécologue. Donc il y a beaucoup de prévention, conseils, informations concernant la contraception, les IST, l'accueil et les orientations pour les IVG. Certains centres de santé sexuelle du Val-de-Marne proposent des IVG médicamenteuses. Celui de Choisy n'en propose pas. Donc voilà, il y a l'orientation, de l'écoute. L'orientation aussi pour tout ce qui est dépistage des IST, donc les orientations sur les CGID et autres organismes. Et en tant qu'infirmière, il y a aussi les actions de prévention auprès des collégiens, notamment 4e et 3e, qui sont en lien avec les infirmières scolaires de l'éducation nationale.
Ça, c'est une mission obligatoire aussi des départements. Une compétence obligatoire. Les établissements font le choix de faire appel au service de PMI pour traiter de cette question-là ou de faire appel à une association, à d'autres organismes repérés. Il y a une commande très claire et on a beaucoup travaillé depuis quelques années pour renforcer cet aspect-là. Voilà, et on aime beaucoup dans les centres qu'il y ait des ados justement, qui ont été vus dans les collèges, les ados, les filles, les garçons, qui puissent voilà, revenir, identifier le centre pour poser leurs questions, être pris en charge, etc. Et de temps en temps, on peut faire venir aussi les collégiens dans nos centres. Alors, on est un peu limité sur le plan bâtimentaire pour tout ça, mais là, ça marche vraiment très bien quand on fait des actions dans les centres. On fait venir les collégiens, eux, ils reviennent un peu. Ça, c'est quelque chose qui est assez opérationnel. Et donc, ça, c'est la partie gynécologie au centre de santé sexuelle. Et on assure aussi, toujours en lien avec l'infirmière, qui est vraiment le pivot de toute cette organisation, la partie prénatale, obstétrique, où, comme je vous disais, c'est une femme dédiée qui fait l'obstétrique. Alors, l'obstétrique, sur le prénatal, il y a vraiment deux missions différentes. Il y a le suivi de grossesse et il y a le suivi prénatal préventif. On va commencer comme ça, parce que c'est marqué comme ça sur la slide. Suivi prénatal préventif, donc qui peut être déclenché à partir de la déclaration de grossesse, puisque toute déclaration de grossesse est transmise par la CAF au département et toute déclaration de grossesse donne lieu à un envoi du département de ce qu'on appelle une MAD, mise à disposition, avec un carnet de santé de maternité. Ça, c'est légal et réglementaire. Donc, c'est envoyé à toutes les femmes après la DG, la déclaration de grossesse. Elles peuvent ou pas nous solliciter. Ça, après, c'est selon... voilà. Ensuite, on va être un peu plus proactif quand on reçoit ces déclarations de grossesse et qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. Par exemple, une femme mineure, une déclaration de grossesse tardive, ça, c'est des facteurs qui font qu'on va être un peu plus proactif et au lieu d'envoyer un simple courrier de mise à disposition, on va envoyer un courrier de proposition de visite à domicile. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le suivi prénatal préventif où on va déclencher, où la patiente déclenche, où on lui propose un suivi à domicile qui va commencer, alors, si possible à domicile, par un entretien prénatal précoce et qui peut être, auquel peut s'ajouter des visites à domicile, des VAD. Chez nous, c'est une femme enceinte vue, un EPP. C'est la règle. Et du coup, dans ce suivi prénatal préventif, on va favoriser l'écoute, l'expression des besoins et ensuite informer si nécessaire et proposer des accompagnements et ou orientations. Ça peut être vers le service social en lien avec le professionnel de l'EDS, ça peut être l'unité périnatale, la psychologue, ça peut aussi être les sages-femmes libérales vers lesquelles on oriente pour la préparation à la naissance, des choses comme ça. Enfin, faire connaître le dispositif et les ressources existantes et coordonner après la situation. Donc ça, c'est le volet suivi prénatal préventif. Bien entendu, il est complémentaire d'un suivi de grossesse. Donc ce suivi de grossesse, soit il est à l'extérieur, soit il est fait déjà en place et par un partenaire extérieur, soit il peut, donc c'est le deuxième volet, le suivi de grossesse peut aussi se faire au centre de santé sexuelle. Donc c'est soit la personne qui te présente et ou qui contacte Clémentine, une autre infirmière si c'est pas sur ce C2S et qui demande un suivi de grossesse. Donc ça va être ouvert, soit la femme vient directement, soit elle est orientée par les partenaires. Et avec la spécificité que ce suivi de grossesse va être pris en charge en cas d'absence de couverture sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend que les non-assurés, mais celles qui n'ont pas de couverture sociale, on va avoir un système de bons de prise en charge, notamment pour tout ce qui est laboratoire, échographie, etc. Le fameux point R217 dont parlait la collègue. Voilà. Et puis, au centre de santé sexuelle, il y a aussi, que ce soit sur la partie gynécologie ou prénatale, la possibilité d'avoir des entretiens avec la CCF, la conseillère conjugale et familiale, notamment pour les situations de violence conjugale, mais pas que. Voilà. Pour l'entretien pré-IVG, etc. aussi. Donc, il y a un CCF, bien sûr, dans chaque centre de santé sexuelle. Voilà.
Alors, on arrive sur les enfants de 0-6 ans. On déborde un peu du périnatal, mais c'est vrai que notre cible, c'est les 0-6 ans. On agit effectivement beaucoup dans la première année de l'enfant. Donc, cette activité, elle a lieu bien sûr dans les centres de PMI, mais également au domicile. Alors aujourd'hui, c'est quand même difficile d'aller au domicile, hein. Il faut quand même pouvoir se le dire, que ça soit pour les sages-femmes en prénatal ou pour les puéricultrices à réception du premier certificat de santé, c'est quand même quelque chose où on a beaucoup de refus. Et les femmes ne souhaitent plus, ont peur de la PMI. La PMI est associée à la protection de l'enfance. Je pense que ça circule un peu partout et c'est une vraie difficulté qu'on rencontre puisque notre outil, un de nos outils, c'est vraiment la VAD et il n'y a pas beaucoup de services maintenant au domicile, mais c'est vraiment une grosse difficulté. Alors, comme il y a une organisation qui est prévue, c'est-à-dire que tous les premiers certificats de santé qui sont faits à la naissance de l'enfant avant le 8e jour arrivent à la direction de PMI et sont redispatchés dans les secteurs de façon à ce que les puéricultrices à la fois de centre et d'EDS fassent une mise à disposition pour chaque enfant qui est né dans le Val-de-Marne et une mise à disposition et une proposition de VAD en fonction de la vulnérabilité. Voilà. Alors peut-être, Astrid, tu peux nous parler des accueils pesés, par exemple? Alors, les accueils pesés, elles sont réalisées par les auxiliaires de puériculture. En général, il y a 2 auxiliaires de puériculture par centre. Alors, c'est soit à la demande de la famille, soit à la demande de la maternité ou suite à une consultation médicale. Voilà. Majoritairement, c'est vrai les accueils pesés se font surtout au cours du 1er mois, mais elles peuvent avoir lieu à tout moment dans le parcours de soins de l'enfant. Donc à ce moment-là, bien sûr, il y a une évaluation de la prise pondérale, du régime alimentaire de l'enfant. Voilà. Et puis surtout un soutien à une valorisation des compétences parentales. Et puis il y a comme il y a des préventions, prévention de la mort inattendue du nourrisson et prévention bébé secoué, ça qui sont faites en systématique. Voilà, il y a un certain nombre de thématiques comme ça qu'on essaye de décliner de façon systématique à chaque famille qui arrive dans le centre de PMI. Je voulais alors rajouter quand même une volonté de la direction quand même, c'est qu'une famille qui se présente dans un centre de PMI, une famille qui appelle un centre de PMI, automatiquement lui soit proposé quelque chose. Quand la famille arrive en présentiel, soit on la reçoit tout de suite parce que c'est possible, et notamment par le biais d'un accueil pesé, soit on lui propose un rendez-vous. Et la famille ne doit pas repartir sans rien. Ça, c'est une consigne, une volonté de la direction. Alors, la famille, parfois, repart pas avec ce qu'elle a demandé. C'est-à-dire que la demande, il y a beaucoup de demandes sur les consultations médicales. Bien sûr, on est comme tout le monde. C'est pareil que dans le secteur libéral. On n'a pas beaucoup de médecins. Donc, la famille ne va pas pouvoir forcément repartir avec un rendez-vous de consultation médicale, mais on va pouvoir lui proposer un accueil pesé, une consultation puéricultrice ou un accueil par enfant, une action collective. On veut absolument accrocher les personnes dès que les gens reviennent et peut-être à un moment donné adhérer à leur demande et faire une proposition de consultation médicale sur un âge clé d'enfant, un certificat obligatoire. Voilà. D'autre part, il y a une volonté aussi dans le Val-de-Marne d'avoir une offre de soins qui soit identique dans tout le Val-de-Marne. C'est-à-dire une famille qui se présente dans un centre de PMI à Choisy-le-Roi doit avoir la même offre de soins qu'une famille qui consulte ou qui se présente dans un centre de PMI de l'AIDF. Voilà. Alors ça, c'est pas toujours facile à faire parce que c'est un peu au gré des postes vacants, voilà. Mais c'est une volonté d'égalité, d'équité de traitement des Val-de-Marnais. Alors, un petit mot, peut-être Lisa, sur la consultation puéricultrice. Oui. Donc, tout au décours du parcours de soins de l'enfant et de sa famille, en fait, nous intervenons. Déjà, il faut savoir aussi qu'en tant que puéricultrice du sang, comme nos collègues puéricultrices de secteur en EDS, nous avons un secteur, en fait, le secteur proche de notre centre de PMI. Donc, on a différents moyens, en fait, d'être informés, effectivement, des naissances, mis à part les certificats de santé. On peut consulter sur notre logiciel Horus. On a les liaisons, bien entendu, des partenaires qui, en direct, nous appellent
les hôpitaux, les services de HAD, en tout cas, on est informé donc de toutes ces naissances. Et on organise effectivement notre grand rôle, c'est de coordonner effectivement le parcours de soins de l'enfant et de sa famille, de bien faire percevoir à la famille en fait ce que le centre de PMI, centre de santé sexuelle, peut apporter comme soutien à la parentalité. Euh, et avant toute chose, je dirais, même si effectivement, comme le disaient mes collègues, on a des messages de prévention qu'on fait passer, mais avant toute chose, on a une certaine posture d'accueil, d'écoute, des besoins exprimés par les personnes. Et tous autant qu'on est, les auxiliaires de puériculture, l'éducatrice de jeunes enfants, les médecins du centre de PMI, on a aussi, enfin, on vous en parlez sûrement, les psychomotriciens qui interviennent également sur notre territoire. Comment dire, on a à cœur surtout d'abord de répondre vraiment aux besoins exprimés par les personnes et effectivement de s'adapter dans notre discours à ce qui vient des gens et aussi de faire de pouvoir effectivement échanger autour des différents sujets liés aux jeunes enfants. De manière systématique, donc quand les femmes, en fait, nous sommes un service à la disposition des personnes, donc on s'adapte. On voit, donc il y a des familles des fois qui viennent que dans le cadre du premier mois de vie de l'enfant, hein, au moins une fois par semaine ou plus si besoin, et qui font le choix de poursuivre le suivi en ville. On reste à leur disposition, hein, voilà. Et puis, on a des familles à qui effectivement on va proposer le parcours de soins. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec les nouvelles obligations vaccinales depuis 2025, il y a effectivement des consultations à prévoir tous les mois, dans les 6 premiers mois. Et du coup, en lien avec les médecins PMI, nous intervenons donc maintenant de manière systématique dans la consultation, dans le parcours de soins, en assurant des consultations de suivi de l'enfant au 3e mois, au 5e mois et également au 11e mois. Du coup, du fait donc nous réalisons tout un entretien, une consultation de puéricultrice où on refait un point d'étape à chaque fois sur l'évolution de l'enfant, autant sur le plan de l'alimentation, du sommeil que de la relation parent-enfant, nos observations conjointes. Mais on réalise également la vaccination correspondante sur prescription du médecin de PMI. Donc nous recevons de manière individuelle les familles, effectivement. Mais nous avons également sur nos centres de PMI des actions collectives que nous mettons en place, entre autres des accueils par enfants. Donc on propose avec une certaine régularité où il y a des auxiliaires de puériculture en systématique avec l'éducatrice de jeunes enfants ou la puéricultrice de PMI. Et notre but aussi, donc, en proposant ces accueils par enfants réguliers, c'est justement d'offrir un espace où les enfants, du coup, qui sont pas encore en capacité de se déplacer, ou les enfants qui se déplacent et qui explorent les possibilités corporelles, puissent être accueillis avec leurs parents, donc dans un espace de jeu qui est dédié. Et l'idée, c'est qu'on est dans la co-observation en fait des compétences de l'enfant et de son évolution, et également dans l'écoute des fois de certains questionnements familiales. Des fois, on a des familles qui sont suivies en ville, qui viennent aussi sur nos centres pour des accueils par enfants et qui découvrent après le besoin de suivi PMI. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le suivi PMI, on peut le programmer à tout moment dans la vie d'un jeune enfant, dans les 6 premières années de vie. Voilà. Dans nos consultations de puéricultrices, Allez, bavarde. nous avons aussi, après, Je sais pas si vous avez du temps, mais on peut passer un peu. c'est dans nos consultations de puéricultrices. Ok. Donc, Et dans nos consultations de puéricultrices, après j'arrête de parler, pardon, on a aussi, il faut savoir que il y a des équipes de bilan de santé en école maternelle qui réalisent des bilans systématiques à l'âge de 4 ans. Elles vont en parler. Et du coup, on les accueille aussi en consultation de puéricultrice. Voilà. est-ce que vous pensez quand on va 5 bonnes minutes? Oui, on peut parler pendant très longtemps, mais on peut aussi un peu se restreindre un petit peu quand même sur les consultations médicales. Quand il n'y a pas de médecin dans un centre de PMI, il y a plus de centre de PMI. On a fait déjà l'expérience, malheureusement, par défaut de recrutement médical, où on ferme des centres parce qu'il n'y a pas de médecin. Et très rapidement, alors on essaye de maintenir, hein, il y a eu des expériences, il y avait de l'accueil pesé, il y avait des accueils parents-enfants, etc. Mais ça se délite parce que ce qui fait venir les gens, c'est le médecin.
Un petit mot sur la consultation médicale et sur le réseau des enfants vulnérables. Je crois qu'on est gros pourvoyeurs à la direction de la PMI de médecins pilotes. De mémoire, on est au moins 25, mais peut-être ça a un petit peu changé avec les départs en retraite des médecins. On est gros pourvoyeurs de médecins pilotes. Et donc, il y a des inclusions dans le réseau des enfants vulnérables, notamment à partir du CHIC, et la secrétaire gentiment nous demande si on est OK pour prendre les enfants. Donc moi je suis médecin à la PMI des Gondoles à Choisy-le-Roi et beaucoup d'enfants parce qu'il me semble que c'est notre métier, notre travail et que ces enfants ils ont particulièrement besoin d'avoir un suivi rapproché. Pour vous donner une indication, alors il y a une consultation qui est organisée en binôme avec la psychologue et la puéricultrice, une consultation un peu d'accueil. Et le médecin, c'est seulement à 4 mois d'âge corrigé, puis à 12 mois d'âge corrigé. On se rend compte que si ces enfants-là, on ne les suit pas par ailleurs en PMI, il faut quand même qu'on les revoie parce que pour suivre le développement, c'est un petit peu juste. Voilà. Et on les suit jusqu'à 7 ans, comme vous l'avez dit. Sinon, le médecin, pour aller rapidement, il voit les enfants. Vous voyez, c'est une alternance. En fait, ce qui est favorable, c'est cette équipe pluridisciplinaire où les enfants vont d'abord être vus soit par la puéricultrice, soit par l'auxiliaire de puériculture, et on va faire des allers-retours comme ça en permanence tout au long de l'accueil des enfants. Donc le médecin, de façon habituelle, il reçoit les enfants en consultation à 2 mois, 4 mois, à 6 mois, 9 mois pour le certificat obligatoire, puis 11 mois, 12 mois. Alors, ça peut être une puéricultrice. Et puis, on a un HRE qui est 18 mois où on fait un dépistage avec une grille des TSA. Et puis après, c'est 24 mois. Alors, les TSA, les troubles du neurodéveloppement, c'est quelque chose qui nous anime absolument dès qu'on voit un enfant, même plus petit, et on rentre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour un certain nombre de centres, on rentre dans l'étude préco-TSA avec le docteur Catherine Delmas, qui était le médecin du CMP de Champigny. Et donc, on va se former à la grille préau et collaborer avec les CMP de secteur. C'est extrêmement intéressant pour nos enfants, puisque vous savez que la santé mentale a du mal à suivre parce qu'il y a beaucoup d'enfants, avec des troubles du neurodéveloppement et notamment des TSA, et que nous, c'est de mieux en mieux les dépister. Voilà. Mais par le biais de cette étude, on va travailler de façon très ajustée pour les familles. Je pense qu'on a les atouts et les actions collectives ici. Il faut être très clair, ça marche très bien les accueils parents-enfants dans les centres de PMI. Les parents aiment ça. Ça marche d'autant plus qu'on y met de la thématique, qu'on fait venir une lectrice, par exemple, de la médiathèque, qu'on fait une thématique aussi sur le langage. On a un gros sujet sur le langage. Alors, pas sur comment faire quand les enfants ont des troubles du langage. Il n'y a pas d'orthophonie, ok, ça, on ne peut pas traiter ce sujet-là. Nous, ce qu'on veut traiter, c'est l'émergence du langage et le fait que le parent il rentre en relation par le langage avec son enfant. Et donc, c'est en lien aussi avec la prévention sur les écrans. On fait rapide. Des petites choses quand même extrêmement importantes, c'est que la PMI est en charge du suivi de l'agrément des modes d'accueil individuels, c'est-à-dire des assistants maternels, et pareil pour l'agrément des établissements d'accueil des jeunes enfants. Donc, quand il y a un souci, quand les professionnels libéraux reçoivent des familles qui disent ben, « moi, l'assistante maternelle, ça ne va pas, j'ai retrouvé mon enfant comme ci, comme ça, il pleure le matin ben, », c'est « Allô, la PMI ». C'est la PMI qui est en charge de l'agrément des assistantes maternelles. C'est très important, les parents sont au courant. Ils reçoivent un courrier quand ils emploient une assistante maternelle. Il y a forcément un courrier qui part vers les parents pour expliquer que la PMI est en charge et on leur donne les coordonnées. Voilà. Mais peut-être les parents bazardent un peu le courrier. Parfois, on reçoit beaucoup de choses et on les met de côté. Pareil pour les crèches, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants. On a des équipes dédiées avec des éducatrices de jeunes enfants et des puéricultrices qui font ça. On a parlé un peu du bilan de santé en école maternelle. C'est extrêmement important. On intervient, donc ce sont des binômes de PMI, secrétaires, infirmières, qui interviennent en moyenne section de maternelle. Elles font passer des bilans concernant absolument tout, que ce soit ophtalmo, ORL, un ERTL4 pour l'évaluation du langage. Elles regardent le calendrier vaccinal, elles regardent les dents, elles font une petite passation rapide pour les troubles neurovisuels, la croissance, tout ce que vous voulez, et elles orientent vers les professionnels de ville, notamment quand un médecin est repéré pour les vaccins. Elles envoient directement au dentiste, à l'ORL, à l'ophtalmo, et ça revient vers les centres de PMI
quand il y a une problématique de développement, de poids, de langage, etc. Donc, on est extrêmement bien organisé, c'est-à-dire qu'effectivement, plus les enfants avancent en âge, moins on les voit dans les centres de PMI, mais il y a ce rattrapage qui est fait par le biais des liens de santé en école maternelle. On voit absolument tous les enfants. Je ne vais pas trop me tromper dans les chiffres, je pense qu'on voit 98% des enfants, et vous savez que l'école est obligatoire, l'instruction est obligatoire, donc on a, par classe d'âge, c'est à peu près 18 000 enfants. Donc c'est énorme et ça nous permet de rattraper. Parfois, on avait suivi des enfants, ils sont partis à l'école, ils sont plus vus, etc. Et quand il y a quelque chose qui est dépisté, ils reviennent vers les centres de PMI. Ça nous demande énormément de travail parce qu'ils sont déjà grands et qu'il va falloir faire des orientations. Là, alors, le service de PMI, c'est aussi un service qui fait des statistiques. Et là, je m'adresse aux médecins libéraux à propos du certificat du 9e mois et du 24e mois. Ces certificats sont obligatoires. C'est très important de les remplir et de les remplir complètement de façon à pouvoir établir à la direction de PMI un état de santé. Un état de santé des enfants du 9e mois dans le Val-de-Marne est un état de santé des enfants qui ont 2 ans. Ça fait quelques années, je pense que c'est plus possible parce qu'il y a peu de certificats qui arrivent et ils ne sont pas complets. Voilà, donc là, c'est une petite alerte pour les médecins libéraux. On l'a dit, c'est les PMI qui diffusent des carnets de grossesse, mais qui diffusent aussi des carnets de santé. C'est la PMI qui diffuse des carnets de santé en maternité. C'est une obligation réglementaire. On a des actions de promotion de la santé des enfants et des adolescents. On en a parlé quand on va dans les collèges. Il y a un service qui est dédié à la direction de la PMI sur ce public-là. Ce service s'adresse donc aux adolescents sur des sujets comme le cyberharcèlement, sur la pornographie, sur l'égalité homme-femme, sur les violences, avec des programmes entièrement dédiés à la prévention des violences. Le programme s'appelle « C'est autre que moi ». Et on a un bus santé qui se déplace dans les collèges, mais qui peut faire aussi des actions dans les parcs départementaux. L'été, il y a des actions et le bus santé peut être amené à se déplacer pour promouvoir la santé. Je ne sais plus trop où j'en suis parce que ça va pour le temps. Alors là, après, on avait prévu des petites situations cliniques, mais je ne sais pas si ça se prête complètement. Il faut au moins que… Alors, c'est sur quelle situation? Je prends juste les 2 premières. Il nous reste quelques minutes, je crois. Vraiment très rapidement. Vraiment très rapidement. Mais il y a des fois un message à passer. Ouais, j'ai encore vraiment 2 messages très importants à faire passer. Allez. Voilà, ça c'est typiquement, c'était une situation clinique d'une sage-femme libérale qui reçoit une femme pour un suivi de grossesse. Les jeunes parents travaillent tous les 2 en ESAT et bénéficient d'une reconnaissance MDPH. Voilà, quelles orientations complémentaires on peut proposer. Donc là, c'était pour vous repréciser un peu les circuits. Sur ce type de situation, évidemment, on peut proposer des suivis conjoints, sage-femme libérale, sage-femme PMI. Et je voulais vous remettre un peu le circuit que je vous avais présenté tout à l'heure. D'une part, le suivi de grossesse et d'autre part, la VAD préventive. La VAD préventive, donc visite à domicile, elle peut être déclenchée, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, par la déclaration de grossesse, mais elle peut aussi être déclenchée par les sages-femmes libérales. Voilà, il n'y a pas de problème, vous nous appelez, vous êtes face à une situation avec des critères psychosociaux, vulnérabilité, etc., qui demandent un nettoyage, un renforcement, vous nous appelez et on peut suivre conjointement ces situations avec vous. Et elle peut aussi être déclenchée par les sages-femmes de liaison de maternité. Ça, je trouvais ça important quand même de vous redire ça. Dans le Val-de-Marne, il y a des personnels de PMI dans les maternités, donc au CHIC, Créteil, au CHIV, Villeneuve-Saint-Georges et au KB, donc des sages-femmes avec qui on travaille étroitement et qui vont nous orienter, des grossesses qui sont suivies à l'hôpital, mais pour lesquelles il y a vraiment un intérêt à avoir un suivi conjoint avec un suivi préventif à domicile. Voilà. Je sais que je n'ai pas trop le temps, mais quand même, pour vous dire que le suivi préventif à domicile, l'idée, c'est de commencer par un EPP qui se poursuit par des VAD, toujours dans le principe tout à l'heure, favoriser l'écoute, l'expression des besoins, les orientations, et surtout après coordonner. Et coordonner, donc là, la sage-femme de PMI, elle va coordonner en allant au staff mater, et puis au sein de l'EDS, avec les autres services de l'EDS si c'est nécessaire, service social et aussi parfois enfance. Je pense aux femmes mineures, etc., aux jeunes majeurs.
Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être de coordonner ces situations complexes-là au travers de suivis préventifs qu'on fait conjointement. Et donc, on peut aussi réorienter, s'il y a déjà un suivi médical, bah, très bien, on le garde. Et s'il n'y en a pas, elles peuvent être orientées vers le C2S pour un suivi médical. Voilà. Je redis juste un petit mot, on accueille tout le monde, ça veut dire qu'on accueille les non assurés sociales de façon certaine et on a un dispositif quand même par le biais de la R217, c'est le département qui prend à sa charge les frais d'échographie et les frais de laboratoire. On avait une autre situation clinique pour vous introduire la fameuse CLP, Commission locale de prévention. Donc, ça me paraît aussi important de vous la présenter. Alors, on va peut-être pas faire celle-là, on va peut-être faire direct l'autre. Voilà, donc un psychologue libéral qui reçoit des parents qui se plaignent des troubles du sommeil et des pleurs constants de leur bébé de 6 mois. Cet enfant a 3 frères et sœurs âgés respectivement de 3, 4, 6 ans. Les parents sont dépassés. Ces parents sont isolés. Ils vivent tous ensemble dans un logement social type T2. Ils n'ont pas de quoi payer la cantine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc typiquement, ces situations où on sent une vulnérabilité au niveau de la parentalité et du lien mère-enfant, on peut proposer donc ce qu'on appelle une commission locale de prévention. Alors, c'est quoi? La commission locale de prévention, c'est au sein de chaque EDS, elle a lieu une fois par mois et c'est une instance pour venir présenter des situations de famille que vous accompagnez et qui présentent des facteurs de vulnérabilité autour du lien parent-enfant. Voilà. L'idée, c'est d'aller au maximum de la prévention. Voilà. Au maximum, on réfléchit à comment on peut mettre en place des actions de prévention. Et voilà, si après on échoue, bah, on peut préconiser d'aller vers la protection de l'enfance, la rédaction d'une information préoccupante. Mais en tout cas, l'étape d'avant, c'est cette commission locale de prévention. On met tout en œuvre pour mettre le paquet sur la prévention. Donc, c'est un espace de concertation avec tous les cadres de l'EDS dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est porté par les cadres Action sociale et PMI, mais avec la présence aussi de la DPEJ, c'est-à-dire de l'ASE. Et on va échanger. Alors, pour saisir cette instance, il faut l'accord des familles. Voilà. Ça, c'est sûr, on a besoin de l'accord des familles. On est dans la prévention, on a besoin de l'accord des familles. C'est une fois par mois dans chaque EDS et on vous a mis les coordonnées du mail sur chaque EDS. Voilà, il faut remplir une fiche de saisie que vous pouvez demander à cette adresse mail. Voilà, alors, on avait d'autres situations cliniques, mais là, je pense qu'on est un peu pris par le temps. Juste 2-3 diapos sur nos thématiques. Peut-être Violence conjugale. Excuse-moi, Véronique, oui, je voulais dire autre chose. Je voulais dire que dans ces situations de difficultés sur les liens parents-enfants, parentalité, il y a la CLP. Et bien sûr, ce qu'il faut en fait que vous ayez bien en tête, c'est que si vous vous posez la question, est-ce que ça relève d'une information préoccupante, d'une IP, est-ce qu'on a un enfant en danger, etc. Est-ce que ça relève de la prévention ou est-ce qu'on est déjà dans l'IP? Vous pouvez contacter, et on est là pour ça, les responsables PMI en EDS, donc en l'occurrence moi sur Choisy-le-Roi-Thiais, pour échanger sur la situation. Voilà, on est vraiment là il est vraiment le responsable EDS en PMI qui va être la référence des professionnels de santé pour toute question liée à la parentalité et aux enjeux de prévention, protection de l'enfance. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Bon, nos thématiques, c'est beaucoup les violences, les violences conjugales avec le 3919, ça vous connaissez par cœur, et le violentomètre. On avait listé on avait d'autres situations cliniques. Mais je pense qu'il n'y a pas. Si tu peux avancer sur les slides, sur nos thématiques peut-être. Dépistage de la dépression, on fait un dépistage systématique, que ce soit dans les C2S ou même en activité pédiatrique dans la première année, et notamment l'âge clé qui est repéré, c'est le 3e mois. Et on utilise le PDS, l'échelle d'Édimbourg. On a également une psychiatre à la direction de la PMI qui travaille pour tout le département, mais qui facilite les orientations des femmes vers les CMP, vers le secteur de santé mentale. Le dépistage des addictions aussi, on a été formé spécifiquement sur tout ça. Le bébé secoué, ça c'est une plaquette avec une exposition. On a des expositions toutes prêtes qu'on déroule parfois dans les EDS et notamment pour les assistantes maternelles. Les thématiques dont elles vous ont parlé, la mort inattendue du nourrisson, la maltraitance bien sûr, les enfants, les écrans, tout ça c'est nos thématiques, entre autres. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions. On a mis dans le diaporama donc, toutes les coordonnées des centres de PMI et des C2S avec des numéros de téléphone, des adresses mail pour que ça soit facile pour vous. Et les coordonnées des espaces des solidarités, donc avec les coordonnées des responsables PMI en ODS que vous pouvez contacter pour toute question, je le redis, relative à la parentalité, la protection de l'enfance, toutes les questions aussi d'ASPAT, etc., on vous redirigera. Voilà. Merci beaucoup. Désolé de vous presser un petit peu, c'est tout l'enjeu de ces soirées, mais on sait, c'est parce que c'est riche et vous posez pas mal de questions, mais ça sera l'occasion pour nous d'en rediscuter puisque le thème de la prochaine soirée périnatalité qui aura lieu en septembre normalement, ce sera périnatalité et handicap, santé mentale. Donc voilà, on aura l'occasion justement de développer plus ces points-là, notamment sur l'émission. Donc merci beaucoup par rapport à ça. Pareil si vous avez d'autres questions. Et donc pour conclure, vous allez avoir la très difficile mission de faire très court, mais de présenter le travail des sages-femmes, notamment en ville, et puis bah, aussi voilà, toutes les missions que vous pouvez avoir, puisqu'il y a plein de choses que vraiment on oublie de ce que vous pouvez faire. Et donc, avant de vous laisser la parole, ça sera fait, comme ça on pourra conclure plus rapidement. Moi, je remercie tous les acteurs qui étaient présents ce soir pour cette soirée. Merci à l'Espace départemental de solidarité, au département du Val-de-Marne, à la CPM, à l'ARS et au réseau périnatalité du Val-de-Marne. Et puis, merci à vous, merci à tous les participants. Je vous présente rapidement une petite action que nous mène, qui va vous faire peut-être sourire, mais on a distribué ce livre ce soir, n'hésitez pas, il y en a encore sur la table, Urgence hors notre urgence. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent même à distance. C'est un petit livre, un petit guide qui est plutôt bien fait, notamment pour les parents qui peuvent être un petit peu stressés au moment d'accueillir un enfant. Et donc, de façon assez humoristique, ça répond à pas mal de questions. Et l'idée, c'est donc au niveau de la CPTS, là, on est en phase test jusqu'au 1er avril, donc pour tous les participants ce soir. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous pouvez commander jusqu'à 5 ordonnances. Pour que les patients aillent retirer, donc vous donnerez aux patients, ce sont des ordonnances avec un QR code unique, ils aillent retirer directement auprès de notre partenaire à la librairie du marque-page leur livre, donc gratuitement, et donc en même temps ça les emmène vers la librairie, et voilà, tout est financé par la CPTS, et là ce soir on vous offre quelques exemplaires, donc n'hésitez pas à vous en servir et à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez commander des ordonnances, c'est valable aussi pour les structures. Et attention, parce que faut pas les photocopier, elles ont vraiment des QR codes uniques qui permettent justement de ne pas les photocopier. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci à vous. Je vous laisse en parler. Et alors, on avait tout anticipé ce soir, le direct, les distances. On n'avait pas anticipé les vidéoprojecteurs, mais c'est bien parce que comme il n'y a pas de support là, On n'a pas de support, on concentre sur ça sera plus clair. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Noélie Onyongo-Ibiao, sage-femme. Je travaille sur 2 lieux Choisy-le-Roi, donc à la maison de santé des Gondoles, 2 jours par semaine, et au CMS Gisèle Halimi d'Orly, 2 jours également. Et moi, du coup, je suis Diane Redel, donc je suis sage-femme également 2 jours par semaine, puisque du coup, on est sur un partage de locaux, voilà, on partage le cabinet. Donc moi, je fais la fin de semaine, je fais le jeudi, vendredi, et ça fait par ailleurs près de 18 ans que je travaille à l'intercommunal de Créteil. Voilà. Donc lundi, mardi, Créteil, jeudi, vendredi, cabinet, et l'inverse pour Noélie. Alors, on va parler de nos activités. Globalement, donc en tant que sage-femme, on fait aussi bien de la gynécologie, on va revenir quand même sur des choses qui ont déjà été dites, hein, donc suivi gynécologique, dépistage, frottis, IST, prévention, contraception. On fait également donc du suivi de grossesse avec bien sûr donc, des consultations de suivi de grossesse, de l'entretien prénatal précoce. On fait des monitorings, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on enregistre le cœur du bébé, les contractions donc de la maman, et donc ça, on peut le faire aussi bien au cabinet qu'à domicile. Et on réalise aussi donc, des visites à domicile, donc la difficulté à venir parce que on a forcément très peu de sages-femmes libérales ou de PMI qui vont pouvoir assurer la demande croissante en fait des visites post-natales. Oui, puisque quand elles sortent, quand c'est des sorties dites précoces, il y a l'obligation en fait pour les patientes d'avoir une sage-femme à domicile qui passe donc le lendemain pour les sorties précoces. Et puis il y a une autre visite qui doit être faite 48 heures après. Et là, c'est vrai que
voilà, nous, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on voit bien, là, on a à peu près une cinquantaine de patientes en suivi d'ici le mois d'août. Voilà. On pourra, voilà, on peut pas forcément assurer malheureusement les visites à domicile pour tout le monde, mais voilà, on fait au mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est une difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on peut pas assurer le suivi domicile de toutes nos patientes. Et on commence aussi à avoir un petit peu de difficulté à pouvoir fournir les cours de préparation à la naissance qu'on propose quand même une semaine sur deux. Enfin voilà, on propose quand même des créneaux le samedi matin. En plus, on a essayé de mettre les créneaux pour arranger le plus de monde. Et en fait, on a déjà dû rouvrir plusieurs fois d'autres samedis en plus parce que bah, voilà, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors même que pour le moment, les patientes dont c'est pas le premier enfant, voilà, c'est pas forcément à elles du coup que s'adressent le plus nos cours tels qu'ils sont faits actuellement, mais déjà là, on n'arrive déjà pas à fournir en fait en quantité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, hein. Elles viennent pas que de Choisy, hein, nos patientes. Beaucoup sont effectivement quand même sur les environs, mais on a des patientes qui viennent des fois. Moi, j'ai des patientes d'Épinay, de Cachan. Enfin, voilà, on a des patientes qui viennent de loin parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres professionnels disponibles. Et que bah, c'est vrai que nous, comme on s'est installé, quand même, ça reste assez récent, hein, on a commencé, enfin voilà, mi-août, début septembre, on avait encore un petit peu de place dans nos agendas et là, on commence déjà à bloquer, en fait. Voilà, on est déjà sur plus d'un mois de délai pour avoir un rendez-vous, donc voilà, on sent bien qu'il y a qu'il y a un manque hein, sur le secteur et que la zone est effectivement sous-dotée. On pratique aussi les visites postnatales, donc enfin les consultations postnatales donc au cabinet, les entretiens postnatales également, on essaie de les proposer le plus possible. Et on fait également depuis peu de la rééducation du périnée. Et là, c'est pareil, on sait déjà malheureusement qu'on ne va pas pouvoir absorber notre propre patientèle en rééducation périnéale. Il n'y a pas tant de sages-femmes que ça qui en font. Au centre médical de santé, si je ne dis pas de bêtises, il y a Madame Martin qui en fait. Mais voilà, aux environs, après, il y a d'autres sages-femmes qui en font, mais voilà, toujours pour leurs propres patientes. Et donc, on ne peut pas du tout se permettre, malheureusement, de prendre des patientes de l'extérieur. Voilà. On espère trouver aussi quelqu'un pour compléter notre emploi du temps, puisque on est là 4 jours semaine finalement. On aimerait trouver quelqu'un pour faire le 5e jour qui nous manque. On va passer une petite annonce. On espère, voilà. Mais n'hésitez pas à diffuser l'information. Et voilà, enfin, pour l'essentiel de notre pratique. En fait, nous, on fait tout, j'ai envie de dire, sauf pour le moment les IVG, pour lesquels on n'est pas formé. Mais en revanche, voilà, on sait qu'il y a un bon réseau autour. Et quand on a des demandes de patientes, enfin, en tout cas, on ne s'est pas senti pour le moment en difficulté parce que on a suffisamment de contacts à leur donner, que ce soit sur les centres hospitaliers des environs, sur des professionnels aussi libéraux qui font des IVG médicamenteuses. Donc voilà, enfin, pour le moment, moi, j'ai toujours pu orienter les patientes et on a les petites plaquettes aussi du coup du réseau qu'on a. Donc voilà, on a toujours pu les orienter et les informer pour qu'elles puissent avoir une prise en charge en fait, même si nous on ne les pratique pas. Voilà, qu'elles restent pas sans professionnel de recours en fait. Donc, et puis voilà, au niveau des difficultés que nous qu'on a pu rencontrer, alors c'est surtout quand on a des patientes avec des difficultés sociales. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours où adresser. Alors pour ce qui est, enfin on n'a aucun souci, on a adressé plusieurs fois à la PMI, ça s'est toujours très très bien passé. C'est vrai que c'est plus sur les problèmes de logement, des choses comme ça. Enfin c'était pas forcément très évident pour nous de savoir à qui adresser. Là, on a un petit peu compris ce soir que finalement, la PMI avait un tel rôle qu'on pouvait éventuellement même vous contacter pour orienter après les patients dans leur démarche et les aider pour aussi connaître leurs droits. Mais voilà, c'était... Tu voulais ajouter Après, c'est vrai qu'on a eu très peu de situations, mais alors là, je pense à une patiente qui avait, alors elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques, mais
quand bien même sur une grossesse, on a une situation qui requiert en fait un avis psychologique ou psychiatrique. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une psychiatre. Exclusivement pour les patients vus Donc, dans les centres de santé sexuelle. Mais typiquement, c'est vrai que sur ce genre de situation, on peut faire des suivis conjoints, comme je vous le proposais tout à l'heure, complémentaires de votre PMI, et du coup, faire appel, effectivement, si besoin, à notre psychiatre interne. d'accord. Parce que c'est vrai que sur la grossesse, on aurait tendance à orienter vers la maternité référente, mais si elle n'est pas encore inscrite, Et on est exactement, on peut, exactement. Donc, effectivement, il y a une question après de délai, et du coup, effectivement, c'est aussi. Oui, on pense à la maison des femmes à Bicêtre et aussi au nouveau dispositif Santé des femmes. Il y a eu une présentation à Bicêtre il y a quelques semaines aussi, justement, pour faciliter l'accès à la santé mentale des femmes. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même qu'on puisse faire des suivis conjoints sur ces situations, parce que souvent, elles vont nécessiter un étayage à domicile si possible, de les voir régulièrement, de coordonner tout le suivi, etc. Donc, il y a des dispositifs qui existent, effectivement. Il y a celui du Créma-Micette, on a le psychiatre en interne, mais voilà. C'est vrai qu'on peut tout à fait collaborer sur ces situations-là. Et en postnatal aussi, parce que c'est vrai quand on fait les entretiens, quand on fait l'entretien postnatal, voilà, on peut aussi dépister des vulnérabilités. Et alors, pour le moment, c'est vrai que bon, depuis le temps, moi que je travaille à l'intercommunal, voilà, je connais aussi les psychologues de la maternité qui m'ont déjà dit qu'on pouvait adresser sans souci là-bas, mais c'est pareil en termes de délai. Est-ce que c'est raisonnable? En postnatal aussi. Alors, parfois, sur certaines situations, je pense à une situation justement qui est passée en CLP, en commission locale de prévention, avec des facteurs comme ça de vulnérabilité. On a fait appel au psychiatre du département et on a mis en place tout un tas de choses. Et après, bon, maintenant, elle est suivie en CLP, etc. Mais avant, voilà, il y a eu la mise en place d'un accompagnement pédagogique, de la psychiatre de volet qui intervient. Et puis après, il y a eu un relais en CMP, tout ça. Oui, c'est tout à fait des situations où on peut suivre conjointement. On a des psychologues sur nos centres de PMI. Faut savoir que la situation que vous évoquez évoque également, on a une sage-femme qui, en postnatal, a réalisé un entretien postnatal et qui avait orienté fortement la maman avec son bébé sur notre centre de PMI. Du coup, je l'ai accueillie en consultation puéricultrice pour évaluer la dynamique de la famille des besoins. Et nous avons prévu une consultation avec la psychologue de la PMI. Et également, en fait, le parcours de soins de l'enfant sur notre centre. Je voulais rajouter par rapport à ce que la PMI suggérait aussi, est-ce que vous avez des patientes qui sont suivies à Villeneuve-Saint-Georges? Oui. Ouais, SAMA. Parce qu'il y a l'unité d'accompagnement personnalisé, effectivement, l'unité SAMA pour les psychosociales, ou tout type de vulnérabilité. Et après, en postpartum, quand les vulnérabilités se déclenchent aussi en postpartum, donc il y a la PMI, il y a l'unité de pédopsychiatrie périnatale de Choisy-le-Roi, qui est c'est comme un CMP, mais vraiment sur la périnatalité. Et ça prend en charge les enfants et donc la triade parents-enfants jusqu'aux 2 ans de l'enfant à peu près. Et le but, c'est de travailler sur tout ce qui est trouble de la relation parent-enfant. Donc, si vous voyez une maman avec un baby blues ou vous suspectez une dépression du postpartum, que ça pourrait influencer sur le lien parent-enfant, pas hésiter à leur adresser. En plus, c'est pas très loin d'ici. C'est avenue Gambetta? Oui, c'est ça. Oui. En fait, leur fil actif, les UPP dans le Val-de-Marne, les fils actifs, c'est de l'ordre de 10-15 jours, donc on trouve des rendez-vous rapidement. La seule contrainte, c'est que souvent, c'est aux parents de prendre le rendez-vous. Donc, les professionnels peuvent appeler et coordonner, mais c'est aux parents de finaliser le rendez-vous. Nous travaillons en lien, que ce soit le centre de PMI de Choisy-le-Roi ou d'Orly, avec l'unité de périnatalité de Choisy-le-Roi. D'ailleurs, cet après-midi, je suis en réunion avec eux. Et du coup, c'est vrai que nous, souvent, la psychologue de PMI, des fois, c'est une belle étape pour justement faire son rôle, c'est effectivement de visualiser la meilleure des orientations à avoir pour soutenir le lien mère-enfant et d'orienter. C'est pas de faire du suivi au long cours. Donc, c'est vrai que dans le cas de figure où vous dépistez, effectivement, vous suspectez fortement une dépression, c'est vrai que passer par le parcours de son EPM psychologue, on travaille vraiment aussi
en lien avec l'unité de périnatalité. Et c'est la famille, effectivement, qui fait la démarche de contacter l'unité de périnatalité et la famille est au courant qu'en fait, on a ces réunions transversales de soutien à la parentalité. Très bien. Il y a des questions. Je voulais juste savoir pour les cours de préparation à la naissance, vous faites individuel ou collectif? Alors, on fait beaucoup de collectifs, du coup. Ouais. En plus, enfin, c'est quelque chose qu'on aime bien. On trouve quand même que, alors, sauf une situation particulière, bien sûr, mais enfin, on prend des groupes de 2 ou 3 patientes maximum. Et pour le coup, enfin, ça apporte une petite dynamique de groupe sans pour autant leur faire peur, en fait. Voilà, il y a pas beaucoup de monde, mais en même temps, ça permet, voilà, d'entendre les questions les unes des autres. Enfin, elles sont, ça c'est quasiment plein tout le temps maintenant, hein, mais elles sont souvent 3, du coup, plus les conjoints, oui. Ils sont les bienvenus, oui. Ce sont des patients que vous suivez pour le suivi de grossesse ou on peut vous adresser pour la... Alors, il y a les deux. Il y a nos patientes, on va dire, voilà, qu'on a en suivi de grossesse, mais on a aussi beaucoup de demandes, effectivement, de patientes qui cherchent, je veux dire, uniquement pour la préparation, parce qu'elles ont déjà un suivi par ailleurs, notamment par des gynécologues en ville ou même à l'hôpital, et qui ne proposent pas de préparation à la naissance. Donc, elles viennent vers nous à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il va falloir qu'on ouvre des créneaux en plus. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, pareil, vous aurez vos coordonnées éventuellement qui veulent vous contacter. Une nouvelle fois, merci à tous pour ces échanges. Donc, tous les diaporamas, on va vous les envoyer après la soirée avec toutes les présentations. Il y aura également un petit replay. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine soirée de la CPTS le 17 mars. Alors, qui ne sera pas en hybride cette fois-ci, mais uniquement en présentiel dans les locaux d'interception directement à l'Institut Gustave Roussy. Donc, cas du dépistage organisé des cancers, enfin, là, le dépistage vraiment ciblé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la soirée. Après, au mois d'avril sur le SAS, on peut déjà vous donner la date, puisqu'elle vient de sortir le 17 juin, ce sera notre journée annuelle à Orly, et j'en dis pas plus. Vous aurez les informations dans quelques temps. Voilà, donc en tout cas, merci à tous pour cette soirée, puis je vous dis à très bientôt.